Le 18 novembre 2022, nous fêterons le centenaire de la mort de Proust. Cette année 2022 est importante également pour une artiste chère à notre cœur, avec la sortie d'un disque dédié à Proust et les journées musicales Marcel Proust qui fêteront leurs 10 ans. Voici la pianiste Anne-Lise Gastaldi. Anne-Lise Gastaldi, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Proust occupe une place très importante dans votre vie d'artiste. Pourriez-vous nous dire comment il est entré dans votre vie ? Alors, Proust est entré dans ma vie de manière toute simple. Figurez-vous, en classe de français. Un jour, j'avais 16 ans et un texte sur les clochers de Martinville, un texte célèbre de À la recherche du temps perdu, m'est proposé. Et tout d'un coup, ce texte a été pour moi une sorte de révélation parce qu'il m'a connecté tout de suite à une pièce de Maurice Ravel que j'adore, qui s'appelle La vallée des cloches. Et le transfert entre le texte et les sons, la musique, s'est fait immédiatement. Et depuis ce jour, donc depuis l'âge de 16 ans, je n'ai plus quitté cet écrivain. Il vous accompagne dans le chemin de la vie, vous le lisez, puisque je suppose que depuis l'école, vous n'avez cessé de continuer de le lire et de mieux le comprendre. Vous explorez son œuvre littéraire et aussi son rapport tout à fait amoureux à la musique. Oui, absolument, absolument. C'est le compositeur, mais c'est un compositeur. Quand on lit Proust, on lit des couleurs, on lit un rythme, une construction, comme dans une grande œuvre musicale. Donc c'est un compositeur, c'est un écrivain, et sans doute celui qui a parlé le mieux de la musique, puisque la révélation du narrateur dans la recherche se fait grâce à la musique. Et puis il a fait véritablement vivre la musique de son siècle aussi. Absolument, il faisait vivre la musique de son siècle. Aller au concert de manière régulière était plus qu'un mélomane averti, était un musicien. Vous aimez aussi parfois, quand c'est possible, avoir un accès à des objets de la vie de Proust. Je me suis demandé si avoir un accès privilégié à des objets lui ayant appartenu, c'était pour vous une manière de le posséder encore un peu plus ou en tout cas de mieux le comprendre ? Alors, posséder des objets lui ayant appartenu, j'en rêverais. J'ai une correspondance, j'ai 2 lettres magnifiques et une édition dédicacée de la recherche. Et je dois dire que ce n'est pas par fétichisme, c'est parce que j'ai un amour, un profond amour du papier, un profond amour de l'écriture qu'on regarde. Pas simplement que l'écriture de ce qu'on lit, mais du graphisme, des vieux papiers qu'on ressort, de ces lettres qui voyagent, qui ne vous étaient pas adressées à l'origine, mais finalement qui passent par vous à un moment donné. Et cette lettre, par la suite, elle ira à quelqu'un d'autre à ma mort, elle continuera sa vie de lettre. Et en ça, oui, je suis très attachée à certains objets. Alors, on peut parler, quelquefois on dit « Ah, est-ce que vous êtes proustolâtre ? Est-ce que vous êtes… » Non, je ne peux pas dire ça, mais je suis profondément touchée au niveau de l'émotion et du sens artistique du mot, avec tout ce qui est manuscrit et correspondance. D'ailleurs, beaucoup de musiciens collectionnent des partitions. Absolument. Et vous portez sur l'écriture de Proust. C'est assez intéressant. Oui, sur l'écriture de Proust, sur sa manière d'écrire, sur cette écriture cursive, ces lettres innombrables, ces dédicaces. Et si je compare à certains manuscrits je me faisais la réflexion aujourd'hui même, avant de venir, je regardais ces paperoles dans l'écriture de Proust. Voilà, il écrit en ajoutant les 3/4 du temps. Son éditeur devenait fou. Il écrivait, puis il augmentait la masse de son texte. Et je regardais un manuscrit de Beethoven, un facsimilé, bien sûr. Et je me disais, Beethoven, lui, au contraire, très souvent, il réduit. Donc, il y a des démarches extrêmement différentes dans l'écriture, que ce soit celle des compositeurs ou celle des écrivains. Et je trouve ça tout à fait passionnant d'être confronté aux facsimilés ou aux originaux de ces grands génies. Augmenter ou réduire, or les deux ont été enfermés dans une chambre. Ils ont créé dans l'enfermement.
Oui, oui. Il y a de toute façon, je pense, chez les grands artistes, les grands génies, je dirais, une infinie solitude. Une infinie solitude. Et je crois que les grandes œuvres d'art se créent dans cet espace de solitude. Et je crois aussi, et je le dis en passant parce que c'est un peu peut-être le mal de notre époque et de cette vie trop agitée, qu'on va voir une exposition, que les belles œuvres d'art se regardent et s'intègrent et se perçoivent dans une forme de silence et de solitude aussi. On ne peut pas lire à la recherche du temps perdu, place de l'Étoile, à la terrasse d'un café, avec du bruit partout, je ne pense pas. Ou regarder un magnifique tableau, une nature morte de Chardin, avec 1000 personnes autour qui font leurs commentaires. Je crois qu'à un moment donné, le rapport et le contact avec l'œuvre d'art, il a besoin de ce silence et de cette solitude, aussi chez celui qui apprécie l'œuvre d'art, pas seulement chez le créateur. Proust est au cœur de votre actualité aussi en cette rentrée, puisque sortira un disque le 13 octobre, et vous l'avez intitulé « Écrit dans une sorte de langue étrangère ». C'est un livre-disque ou un disque-livre, on ne sait pas comment. Je n'arrive pas à identifier moi-même quel est cet objet qui a été bâti par cette passion pour la littérature et pour la musique, ces deux passions réunies, bien sûr, mais effectivement, ce sera un livret de 68 pages où ont écrit des personnalités littéraires comme l'historien François Hartog ou l'écrivaine Belinda Cannon ou beaucoup d'autres personnes, des Proustiens, mais aussi tous les intervenants du disque absolument, tous ceux qui participent à ce disque, que ça passe par l'ingénieur du son, celui qui a créé le piano opus 102, Stéphane Bolello, que ce soit par les compositeurs, tout le monde a écrit et tout passe par Proust. De même, Clément Hervieux-Léger et Loïc Corbery de la Comédie Française qui lisent des textes ou qui déclament en quelque sorte des mélodrames écrivent aussi dans ce livret. Donc c'est un objet un peu atypique, un peu une sorte de chose un objet non identifié, je dirais, mais qui est une porte ouverte, qui ouvre plein de portes vers plein de domaines différents. Et entre les lettres et les mots, et on parlait tout à l'heure de l'écriture ou de la partition, et finalement on est dans ce milieu-là. Le premier texte de ce livret, il a été écrit par vous, et vous l'avez intitulé « L'Arche de Marcel ». Pour moi, c'est un titre assez révélateur, si je peux me permettre. Peut-être un titre révélateur de ce que Proust vous a apporté ? Oui. Alors, en quel sens il vous aurait sauvé, puisque l'Arche de Noé, c'est ça ? Alors, il y a l'Arche de Noé, vous avez tout à fait raison. Il m'a sauvée parce que je crois que nous sommes sauvés dans notre vie à différents moments, ou même sauvés à notre insu, de l'ignorance de ne pas connaître ces chefs-d'œuvre. Et ça, c'est extraordinaire. Quand on est confronté à un chef-d'œuvre, on se dit, mais comment ai-je pu vivre avant sans ce chef-d'œuvre, sans entendre Schubert, sans connaître Proust, sans jouer Mozart, Et on se dit, la vie d'avant, finalement, est plus pauvre. Donc, il y a cette... Moins lumineuse. Moins lumineuse, exactement. C'est plus juste de dire moins lumineuse. Et il y a cet aspect, mais il y a aussi l'arche qui traverse le temps, une arche. D'abord, l'arche, c'est dans une cathédrale, c'est un élément important de la construction. Proust disait lui-même qu'il composait ce livre comme une église. Après, il a dit aussi comme une robe. Enfin, il a comparé à beaucoup de choses. Mais l'architecture compte énormément chez Marcel Proust pour sa construction littéraire. Et il y a aussi cette arche-là et cette arche du temps. Cette arche qui nous fait traverser le temps et on se dit, cet écrivain est mort il y a donc un siècle et il est toujours présent aujourd'hui, 100 ans après. Et c'est ce que je veux un petit peu... c'est ce que je voudrais atteindre un peu avec cet objet écrit dans une sorte de langue étrangère, c'est nous faire traverser le temps et me poser la question, qu'est-ce que Proust, qui était si moderne dans sa vie sociale et dans son écriture et artistiquement, qu'est-ce qu'il aurait fait dans notre monde aujourd'hui où il y a la numérisation, où on peut faire un texto, on sait qu'il a écrit des milliers de lettres, des tas de pneumatiques, il y avait le téléphone déjà, mais qu'est-ce qu'il aurait fait ? Je me suis posé la question. Oui, vous écrivez que vous aimeriez nous offrir la possibilité de regarder notre temps
à travers le prisme de Marcel Proust. Donc Proust moderne, et ça c'est bien possible. Ah, c'est tout à fait possible. Comment ? Parce que son regard, si on se pose par rapport à lui sur le regard qu'il a porté sur, par exemple, l'évolution, le progrès, il était abonné au théâtrophone, il pouvait entendre des représentations depuis chez lui, je pense qu'aujourd'hui, avec l'ordinateur, il aimerait entendre certaines choses depuis sa chambre, il serait toujours calfeutré, ça je n'en doute pas une seconde. Je crois qu'il serait peut-être encore plus calfeutré dans le liège et dans sa solitude qu'il ne l'était il y a un siècle, mais il adhérerait et il utiliserait tous les moyens que nous avons aujourd'hui. Et il porterait un regard à la fois critique, mais un regard bienveillant. Il y a une bienveillance chez Marcel Proust qui est extraordinaire et qui nous réconcilie aussi avec ce monde d'aujourd'hui qui quelquefois va trop vite, mais il nous réconcilie. On transpose Proust aujourd'hui et on se sent mieux. Lui qui aimait creuser la personnalité de chacun de ses personnages, on ne peut que se demander comment est-ce qu'il aurait décrit les personnages modernes qui sont dans nos rues, qui s'aiment tant, qui se prennent en photo, qui s'écrivent. Ah oui. Surtout cette passion qu'il avait, il aimait récolter des photos, il demandait des photographies à ses amis, est-ce que tu peux me donner une photographie ? D'ailleurs, dans la recherche du temps perdu, il demande une photographie à Saint-Loup de la princesse de Guermantes. Il y avait cette adoration de l'image, et là, il aurait été comblé, mais elle se serait transformée probablement autrement, et son génie aurait été en expansion autrement. Votre actualité, pour terminer, ce sont aussi les journées musicales Marcel Proust. Vous les avez créées il y a 10 ans avec Pierre Ivanov. Là encore, vous allez partager avec les festivaliers la modernité de Proust. Oui. Et puis aussi son éclectisme, je lisais. Oui, et son éclectisme en musique, c'est-à-dire ce festival, nous l'avons créé avec chacun le même bonheur. C'est donc 10 ans, un anniversaire qui tombe bien avec le centenaire de la mort de l'écrivain. Et nous avons fait tout un parcours avec des commandes chaque année à des compositeurs contemporains. Donc tous ceux qui ont aimé écrire, penser, découvrir au travers de Marcel Proust nous ont accompagnés. Et cette année, la programmation est d'une richesse inouïe. Je ne peux pas vous la décrire ici, mais dans des lieux très divers, à Trouville, à Paris, dans des lieux très proustiens comme le Palais de Béhague, qui est l'ambassade de Roumanie, le Cercle national des armées, qui nous fait penser à Doncières et à Saint-Loup par rapport à la recherche. Puis à Évian, on parle très peu d'Évian avec Marcel Proust, alors que Jean Santeuil, c'est beaucoup Évian. Et il a été autant à Évian qu'à Cabourg. Donc voilà, ces 3 lieux, beaucoup d'invités, de musiciens, beaucoup d'écrivains, beaucoup de personnes qui font découvrir Proust par des conférences, mais pas simplement des universitaires, loin de là. Un dessinateur de bande dessinée, Jean-Pierre Gibrat, qui fait les affiches de notre festival depuis 10 ans et avec qui nous partageons aussi cette passion de la bande dessinée. Beaucoup de choses. Merci beaucoup Alice Gassaldi. Merci à vous.